Salut tout le monde, ce soir nous allons faire un petit voyage dans le temps. Mais attention, pas vers les châteaux brillants ni les banquets royaux. Non, ce soir, vous vous glissez dans la peau d'un ou d'une anonyme du Moyen-Âge. Vous ne portez pas d'armure, vous ne rédigez pas de manuscrits dorés, vous ne domptez pas de dragons, désolé. Vous êtes quelqu'un de parfaitement normal, et ça, c'est déjà assez difficile. Imaginez. Il fait encore nuit noire quand les premières cloches sonnent au loin. Pas une alarme agréable avec une mélodie personnalisée, non. Une cloche, brutale, froide, répétitive. Et si vous n'avez pas de cloche, vous êtes probablement réveillé par votre propre vache qui meugle pour sa ration, ou par l'odeur pas tout à fait subtile de vos colocataires à plumes qui partagent le plancher. Oui, les poules. Elles aussi vivent avec vous. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant qu'on y est, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous ouvrez les yeux sur un matelas fait de paille ou plus probablement sur une planche de bois et vous ressentez déjà dans votre dos ce que vous avez gagné hier en retournant la terre pendant 12 heures. Une adorable courbature dans des muscles que vous ne saviez pas posséder. Et non, il n'y aura pas de séance d'étirement. Vous vous redressez, tirez sur votre tunique rêche et remarquez, une fois de plus, qu'il n'y a pas de chaussettes sèches à l'horizon. Mais bon, vous êtes vivant, pour l'instant. Votre journée commence sans café. Pas de thé non plus, sauf si vous êtes assez chanceux ou noble pour avoir accès à quelques plantes chaudes infusées. Mais le plus probable, c'est que vous mastiquiez un morceau de pain noir aussi dur que le mur en torchis derrière vous. Et si vous êtes du genre chanceux, une tranche d'oignon vient donner un peu de piquant au petit déjeuner. Bon appétit. À ce stade, vous pourriez vous demander « Mais pourquoi toutes ces misères dès l'aube ? Est-ce que ce n'était pas une époque plus simple ?» Eh bien non, travailler dur ne veut pas dire prospérer ici. Au contraire, c'est souvent juste survivre assez longtemps pour travailler encore demain. Vous n'avez pas de contrat, pas d'assurance maladie, pas de ticket resto. Vous avez un seigneur, éventuellement un prieur, et des outils en bois. Vous enfilez vos sabots. Ils grincent, mais ils protègent un peu vos pieds des cailloux. À peine avez-vous franchi la porte que l'humidité vous saisit. Les historiens se disputent encore pour savoir si les paysans se lavaient régulièrement, mais votre odeur suggère que ce n'était pas la priorité absolue. Entretenir un feu pour chauffer l'eau, trop cher. De toute façon, qui a le temps ? La terre n'attend pas. C'est parti pour rejoindre les champs. Une marche de 20 minutes, parfois 2 heures, dans la brume. Vous croisez des voisins, enfin des silhouettes familières, emmitouflées eux aussi, chacun traînant un outil ou un âne ou un enfant qui pleure déjà. Vous pensez à la journée qui vous attend et tentez de ne pas trébucher dans les bousses fraîches. Astuce de survie, regardez le sol en marchant. Vous arrivez enfin au champ. Il est beau ? Non, il est là. C'est tout. Si la saison est bonne, vous devez semer ou récolter. Sinon, c'est l'entretien des haies, des canaux ou des clôtures. Des tâches qui semblent secondaires mais qui, si elles sont mal faites, peuvent vous faire perdre votre maigre récolte. Et perdre votre récolte, eh bien, on y reviendra dans la section 3. Pendant que vous travaillez, vous vous demandez comment diable vos ancêtres ont survécu à tout ça. Et la réponse ? Beaucoup ne l'ont pas fait. Les bébés surtout. Vous vous souvenez de votre sœur, celle qui n'a vécu que 3 jours ? C'était courant. Vous portez encore son nom, parfois, comme un hommage silencieux. Le soleil grimpe lentement, mais il réchauffe à peine. Vous vous essuyez le front avec une manche pleine de terre, puis tentez de vous motiver en pensant au repas de midi. Peut-être une soupe de légumes, ou juste une tranche de fromage trop fait. Surprise, c'est du pain sec encore. Vous le trempez dans l'eau de pluie recueillie dans un vieux pot. C'est votre moment 5 étoiles de la journée. Un détail amusant, si on peut dire, certains monastères chronométraient les heures de travail avec précision. Pas pour que vous puissiez finir plus tôt, bien sûr, juste pour que tout soit bien organisé. Les cloches sonnent à nouveau à la fin du labeur du matin. Mais ne vous excitez pas trop. C'est juste une courte pause. Vous devez retourner dans les champs jusqu'au coucher du soleil. Et parfois, même après. Les historiens débattent encore de l'intensité réelle du travail quotidien.
Certains disent que vous aviez plus de jours fériés qu'un fonctionnaire moderne. D'autres soulignent que jour férié ne signifiait pas repos, mais plutôt aller à la messe, puis cuisiner pour 20 cousins. Bref, pas exactement des vacances. À la fin de cette première journée, vous êtes un peu fourbu, beaucoup sale et surtout affamé. Votre dos vous crie dessus, vos genoux grincent plus que vos sabots. Mais c'est la norme, ce n'est pas un échec ni une malédiction divine, c'est juste la vie. On vous a appris que travailler dur est une vertu, une voie vers le salut. Alors vous le faites, encore et encore. Et c'est seulement la première journée. Vous n'avez pas choisi ce champ. En fait, vous n'avez rien choisi du tout. Ce petit lopin de terre que vous labourez avec application en vous arrachant les lombaires sous un ciel qui hésite entre crachin et désespoir ne vous appartient pas. Il ne vous appartiendra jamais. Il appartient à un seigneur, ou au monastère, ou à un seigneur et un monastère dans une obscure querelle de parchemin. Mais sûrement pas à vous. Et pourtant, c'est vous qui l'entretenez. Vous, votre famille, vos avant-bras et votre patience. Dès que la saison le permet, vous êtes là, à bêcher, semer, désherber, récolter et recommencer. Chaque touffe de blé qui pousse ici doit son existence à vos efforts. Mais la propriété, elle reste dans des mains qui ne touchent jamais la terre. Ce système, c'est le cœur battant du féodalisme. Une structure aussi rigide qu'une armure mal ajustée. Le Seigneur vous accorde le droit d'exploiter la terre en échange de votre travail, de vos récoltes, et parfois même de vos enfants. Non pas qu'il les réclame pour le dîner, rassurez-vous, quoique. Mais il arrive qu'un jeune garçon parte comme page au château, ou qu'une jeune fille aide à l'office du Seigneur. On connaît la chanson. Les historiens ne s'entendent toujours pas sur l'ampleur réelle de la servitude. Certains avancent que vous étiez plus libre que l'image populaire ne le laisse croire. D'autres rappellent que vous pouviez être vendu avec le domaine, un peu comme une armoire encombrante. Bref, la nuance existe, mais elle n'est pas très réconfortante à vivre. Un exemple célèbre, le droit de banalité. Vous ne pouvez pas moudre votre grain comme vous voulez, non. Il faut aller au moulin du Seigneur, celui-là même dont la roue grince comme une complainte et dont le meunier prélève sa part. Généreuse. C'est la règle. Et si vous osez construire votre propre moulin, même petit, même en cachette, c'est une infraction, punissable. On démolit votre moulin et parfois votre morale avec, et pourtant, vous continuez. Parce que vous avez besoin de cette terre. Elle vous nourrit, mal, certes, mais elle est tout ce que vous avez. Si vous êtes chanceux, vous avez aussi un petit jardin à côté de votre chaumière. Quelques poireaux, peut-être un chou, c'est votre domaine à vous. Sauf quand les chèvres du voisin décident qu'il leur appartient. Vous vous souvenez peut-être de votre grand-père. Il vous racontait, le soir, que son grand-père à lui avait vu le roi passer à cheval un jour. Grand moment. Mais il n'a jamais été question d'acheter une terre, ni même d'en hériter sans autorisation. Non, la terre, on la travaille, on ne la possède pas. Sauf si on est du bon côté du fossé. Ce fossé, parlons-en. Il ne sépare pas seulement les champs, il sépare les classes. Vous marchez dedans. Le Seigneur, lui, chevauche le long, parfois même sans se rendre compte qu'il existe. Il ne comprend pas que vos outils sont émoussés, que votre dos est cassé, que votre rendement dépend du ciel et des rats. Et tout ça, vous le faites sans garantie. Une mauvaise année, la grêle, une invasion de sauterelles, tant pis pour vous. Le Seigneur attend sa dîme, les moines leur redevance, et vous, eh bien, vous mangez des racines, littéralement. À midi, vous vous asseyez sur un bout de souche. Pas de pause officielle, juste le temps d'avaler un peu de bouillie. Vous discutez avec un voisin. Il raconte qu'il a essayé de nourrir son âne avec des épluchures de navets et que maintenant l'âne le boude. Vous riez doucement. Une rare légèreté. Puis, vous reprenez la houe. Un fait historique à noter. Au XIVe siècle, dans certaines régions de France, jusqu'à 90% des paysans ne possédaient pas la terre qu'ils cultivaient. C'était une évidence. Comme respirer l'air humide ou esquiver la boue. Pas de révolte majeure, juste une fatigue chronique. Parce qu'il faut bien vivre. Et que parfois, on finit par confondre résignation et sagesse. Vous continuez à biner pendant que le soleil descend doucement. Il perce à travers les nuages, dessinant des motifs pâles sur la terre labourée. C'est presque joli. Mais pas le temps de contempler. Le travail n'est pas fini. Il faut sécuriser le champ,
éloigner les animaux, protéger la future récolte avec des ruses de ficelles et de superstitions. Vous accrochez un bout de tissu rouge, ça éloigne les corneilles, paraît-il. Ou ça les attire. Les gens ne sont pas sûrs. La rumeur court qu'un paysan d'un village voisin aurait refusé de verser sa part au seigneur. Il aurait dit qu'il n'avait plus rien, pas même sa chemise. Il s'est retrouvé dans une geôle humide. Et maintenant, tout le monde parle de lui comme d'un fou, ou d'un héros. Mais, en murmurant, ce soir, vous rentrez, les bras tremblants, la gorge sèche, la sueur vous colle à la peau, mais pas question de gaspiller de l'eau pour se laver. Elle servira pour cuire les lentilles. Vous vous asseyez près du feu, enfin, des braises, et observez la fumée s'élever. Vous pensez à cette journée, semblable à la précédente, et probablement identique à la suivante. Mais demain, peut-être, vous aurez un moment de répit. La pluie menace. S'il pleut, le champ sera impraticable, et vous aurez droit à une demi-journée pour raccommoder vos vêtements. Luxe inespéré. Et pourtant, malgré tout cela, vous vous couchez avec un certain calme, parce que cette routine, aussi injuste soit-elle, est familière. C'est votre vie, vous la connaissez. Vous savez où poser le pied pour éviter la planche qui grince. Vous savez quand le pain est trop moisi pour être mangé. Et vous savez que, pour tenir, il suffit de recommencer. Encore. Et encore. La pluie, c'est elle qui décide. Pas vous, pas le Seigneur, pas même le roi là-bas, dans son château bien sec. Non, c'est le ciel qui mène la danse. Et parfois, il ne danse pas du tout. Parfois, il pleut sans s'arrêter pendant 3 semaines. Ou il oublie de pleuvoir pendant 3 mois. Et vous, au milieu, vous attendez. Ou vous creusez, ou vous priez, dans l'ordre que vous voulez. Car même en travaillant dur, même en suivant chaque calendrier lunaire, chaque dicton des anciens, il y a une constante dans votre vie de paysan, la famine. Pas forcément chaque année, bien sûr, mais elle revient, toujours, comme une mauvaise herbe impossible à arracher. Vous la reconnaissez dans le silence des voisins, dans la légèreté des paniers, dans la tension d'un repas partagé sans un mot. Prenons un exemple tout simple. Vous avez passé tout le printemps à semer, désherber, espérer. Puis l'été a été étrange. Pas catastrophique, mais étrange. Trop sec, puis trop humide. Le blé n'a pas mûri comme prévu, la paille est fragile, les épis sont maigres. Vous récoltez quand même. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas récolter. Et là, mauvaise surprise, les réserves sont faibles. Pas de quoi tenir tout l'hiver. Les historiens se disputent encore sur les causes exactes de certaines famines médiévales. Était-ce le climat? Le manque de rotation des cultures? Les guerres qui bloquaient les routes commerciales? Tout ça à la fois, probablement. Mais ce qui est certain, c'est que vous, dans votre petite chaumière, vous n'avez pas besoin de lire un traité scientifique pour savoir que la soupe est plus claire que d'habitude. Vous tentez de faire des réserves. Vous suspendez des herbes, vous séchez des fruits, vous conservez ce que vous pouvez. Mais le sel coûte cher, le fumage est long et la cave est souvent visitée par les rats. Ces charmants compagnons qui ne paient pas de loyer mais consomment généreusement. Alors quand vient novembre et que les jours raccourcissent, vous commencez à compter. Pas les jours, non, les rations. Un sac de farine, 2 pots de navets, un vieux fromage dont l'odeur fait pleurer les plus durs, et le pain. Toujours le pain. Vous en mangez à chaque repas, parfois seul, parfois trempé dans un bouillon tiède. Mais vous savez très bien que la farine ne tiendra pas jusqu'au printemps. Elle ne tient jamais. Vous vous souvenez peut-être de cette vieille voisine, celle qui racontait qu'en 1316, les gens mangèrent de l'écorce. Elle exagérait? Peut-être. Peut-être pas. Cette année-là, les archives parlent de cadavres le long des routes. Pas de guerre, juste la faim. Parce qu'après plusieurs étés trop humides, les récoltes ont pourri. Et les greniers sont restés vides. Chez vous, c'est moins dramatique, pour l'instant. Vous apprenez à faire durer, à couper le pain avec des pois moulus, à rallonger la soupe avec plus d'eau, à feindre d'avoir assez mangé devant les enfants. Petit conseil, mâcher lentement aide à tromper l'estomac. Pas toujours, mais parfois. Et pendant que vous vous battez contre la faim, vous continuez de travailler. Parce que même quand la terre n'a rien donné, elle doit être préparée pour la prochaine fois. Peut-être que le printemps prochain sera généreux. Peut-être que les pluies seront justes, les vents doux et les corneilles distraites. Peut-être. Mais entre-temps, vous assistez à des scènes étranges. Un voisin attrape des crapauds et prétend qu'ils ont bon goût avec un peu de vinaigre.
Une femme du village d'à côté fait de la soupe avec des orties. Ça, au moins, vous avez essayé. Ce n'est pas si mal. Piquant, mais mangeable. Et puis, il y a ces histoires qu'on murmure au marché, de gens qui ont mangé, des choses pas faites pour être mangées. On n'ose pas demander quoi. On détourne le regard. Une anecdote qui vous revient, l'an dernier, un cochon s'est échappé. Pas le vôtre, évidemment, vous n'en avez pas. Mais celui du Seigneur. Pendant 2 jours, tout le monde a fait semblant de ne pas savoir où il était, jusqu'à ce qu'on le retrouve déjà en morceaux, dans les marmites. On n'a jamais su qui l'avait tué. Mais tout le monde a mangé. Et tout le monde s'est tu. Les historiens s'interrogent encore sur la résilience mentale des paysans. Comment tenir face à tant d'incertitudes, peut-être grâce aux traditions, aux fêtes religieuses, aux chants. Vous, par exemple, vous vous surprenez à fredonner un vieux refrain en retournant la terre. Il ne parle de rien en particulier. Mais il berce, il occupe l'esprit pendant que l'estomac grogne. Et parfois, miracle, une bonne âme partage. Vous recevez un bol de soupe d'un voisin. En échange, vous l'aidez à réparer sa toiture. La solidarité n'est pas une légende. Elle n'est pas toujours là, mais elle existe. Entre ceux qui n'ont rien, on se comprend vite. Au cœur de la famine, ce n'est pas seulement votre ventre qui crie, c'est aussi votre dignité. Vous vous sentez inutile, alors que vous avez tant travaillé. Vous avez fait tout ce qu'on vous a dit, semé au bon moment. Travaillé sans relâche, et pourtant, vous finissez avec des épluchures. Où est la justice dans tout ça ? Spoiler, elle ne se trouve pas au Moyen-Âge, et puis un jour, la famine recule, le printemps revient, les premières feuilles poussent, vous trouvez quelques pissenlits à cueillir, c'est amer, mais frais. Vous croisez un vieux sage, ou peut-être juste un homme un peu usé, qui vous dit « cette année sera meilleure ». Vous voulez le croire, vous devez le croire, parce qu'ici, travailler dur n'est pas une garantie, c'est juste le minimum, le strict minimum pour peut-être survivre jusqu'à demain. Et même ça, ce n'est pas certain. Il gèle. Vous le savez avant même d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas l'air froid qui vous le dit. Il n'y a pas vraiment d'air, pas dans cette pièce minuscule remplie de votre propre haleine glacée. Non, c'est le givre sur l'intérieur des murs, le bruit cassant du seau gelé, le fait que vos orteils ont décidé de ne plus coopérer, comme 2 vieilles poules en grève. L'hiver médiéval ne plaisante pas. Il entre dans votre chaumière sans invitation, sans frapper, sans même essuyer ses bottes. Il s'installe partout, dans votre lit, vos bottes, votre soupe, et il s'y installe pour longtemps. Le feu ? Ah, ce doux rêve, il faut d'abord du bois, et pour cela, il faut sortir, ce qui, en soi, constitue déjà une forme avancée d'héroïsme. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous êtes allé ramasser des fagots ? Vous aviez les doigts bleus et les mollets gelés jusqu'aux os. Mais vous y retournez, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et attention à ne pas prendre du bois dans la forêt du Seigneur. Non seulement c'est interdit, mais en plus, il paraît qu'un homme s'est fait attraper l'an dernier. Il a dû donner un de ses bœufs en amende. Il n'avait qu'un seul bœuf. Maintenant, il a juste l'amende. Vous revenez avec votre précieux butin, 3 branches et une poignée de brindilles. Pas de quoi allumer une flambée hollywoodienne. Juste quelques braises pour rendre la pièce un peu moins mortelle. Vous soufflez doucement, puis placez une vieille couverture, qui sent plus la chèvre que le coton, sur l'ouverture pour garder la chaleur. Ça ne sert à rien, mais ça vous donne l'illusion du contrôle. Les historiens s'interrogent encore sur les températures exactes des hivers médiévaux. Certains pensent qu'il faisait globalement plus doux qu'on ne le croit. D'autres parlent du petit âge glaciaire dès le XIVe siècle. Mais vous n'avez pas besoin de thèse universitaire pour savoir que ce matin, votre pain est si dur que même le chien a abandonné l'idée d'y toucher. Le travail continue, bien sûr. L'hiver n'est pas une pause, il est juste une version plus difficile du reste. Il faut nourrir les bêtes, casser la glace pour qu'elles boivent, transporter du fumier gelé pour l'épandre au bon endroit et réparer ce que le gel a fendu. Votre toit, par exemple, commence à ressembler à une passoire inversée. À midi, vous mangez, ou du moins, vous essayez. Un peu de bouillon, tiède si la chance est de votre côté. Parfois, vous ajoutez des légumineuses, le pois chiche, ce héros. Il a le bon goût d'être nourrissant, un peu pâteux et parfaitement gris. La couleur parfaite pour une journée d'hiver. Vous vous souvenez de l'hiver d'il y a 2 ans. Celui où la rivière a gelé si fort que même le meunier a glissé dedans. Il n'en est pas mort. Dommage, selon certains.
Il avait tendance à mesurer les sacs de farine avec une cuillère à soupe. Depuis cet incident, il boite. Certains disent qu'il le fait exprès pour qu'on le plaigne. D'autres que c'est la punition divine pour avoir trop ponctionné les villageois. L'anecdote préférée de votre grand-mère ? Le jour où il a tellement neigé qu'un renard s'est réfugié dans l'église. Elle l'a vu elle-même, dit-elle. Elle affirme même que le curé a prêché avec le renard couché au pied de l'autel. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette histoire est réelle ou si votre grand-mère avait bu un peu trop d'hydromel. Mais entre deux anecdotes, vous vous battez. Contre le froid, contre l'humidité, contre l'épuisement. Chaque jour est un défi logistique. Comment ne pas glisser sur la glace ? Comment empêcher les enfants de tousser à s'en décrocher la poitrine ? Comment faire en sorte que les provisions tiennent jusqu'à février, puis mars, puis avril ? Chaque mois est un pari. Et bien sûr, vous ne tombez pas malade, ou plutôt, vous n'en avez pas le droit, parce qu'il faut s'occuper du bétail, de la maison, de la couture, des réparations, des seaux d'eau, des vêtements trempés à faire sécher à côté d'un feu qui tousse autant que vous. Si vous avez une toux persistante, vous buvez une décoction d'écorce. Elle a le bon goût de vous faire oublier votre gorge en vous brûlant la langue. Efficace, d'une certaine manière. Parfois, un hiver fait tomber quelqu'un. Un oncle, une vieille voisine, un enfant. Vous ne pleurez pas tout de suite, il faut d'abord survivre. Vous pleurerez au printemps. Peut-être. Ou jamais. Les émotions, comme le bois sec, sont un luxe. Et quand enfin arrive le soir, vous vous glissez dans votre lit, enfin, dans ce coin de paille, écrasé et tiède. Vous vous enroulez dans tout ce que vous avez de chaud, votre manteau, un vieux rideau, le chien si possible. Vous écoutez le vent frapper les murs, vous comptez les jours, vous vous dites « encore un, juste un de plus ». Et parfois, miracle, un jour est moins froid. Vous ouvrez la porte le matin, et le givre n'a pas pris toute la surface du seau. L'eau bouge, un peu. Vous sentez l'air, il pique moins. Et là, vous souriez. Un vrai sourire, car dans ce monde-là, il suffit de peu pour être heureux. Un matin sans gel suffit à se sentir presque riche. Vous éternuez. Encore. Mais ce n'est pas une simple allergie saisonnière. C'est votre corps qui tente de vous signaler que quelque chose cloche. Et quand on vit au Moyen-Âge, ce genre de signal est à prendre au sérieux. Très au sérieux. Parce qu'il n'y a pas de pause maladie ici. Et encore moins de télétravail. Vous avez mal à la gorge, les articulations douloureuses et un léger vertige qui vous fait voir les oies du village comme des nuages flous. Normalement, ce serait une bonne raison de rester au lit. Mais vous savez que si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Le bois ne va pas se couper tout seul. Les animaux ne se nourrissent pas par télépathie. Et la terre, eh bien, elle ne vous attend pas. Alors vous sortez, titubant un peu, en vous disant que ce n'est sûrement rien. Une petite fièvre tout au plus, le genre que les anciens appellent fièvre d'humidité. Peut-être qu'un démon a rôdé près de votre lit la nuit dernière. C'est possible. C'est ce que raconte votre voisine, qui jure avoir vu une ombre au pied de votre porte. Vous lui souriez poliment, puis vous toussez vos poumons. Les maladies, au Moyen-Âge, ne sont pas des épisodes médicaux. Ce sont des épreuves morales, des jugements divins ou des déséquilibres d'humeur. Trop de bile noire, pas assez d'air pur, un péché mal effacé. Les hypothèses sont nombreuses. Les traitements, eux, sont expérimentaux et parfois poétiques. Vous vous souvenez de ce remède populaire, un oignon coupé sous l'oreiller pour faire fuir la toux, ou encore cette pâte d'ortie appliquée sur le front pour chasser la fièvre. Est-ce que ça marche ? Les historiens ne savent pas. Vous non plus. Mais ça donne une certaine illusion d'action. Et quand on est malade et impuissant, c'est déjà beaucoup. Un fait historique notable, les hôpitaux existent déjà, mais ils ne ressemblent en rien à ceux que vous connaissez ou imaginez. Ils sont généralement gérés par l'Église, remplis de moines et de nonnes bien intentionnés, mais peu armés contre la plupart des maladies. Si vous y allez, vous risquez surtout d'y trouver d'autres malades et quelques prières. Mais vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'un lit d'hôpital. Non, vous êtes encore debout, et tant que vous tenez, vous marchez. Vous vous traînez vers le champ. La houe à la main, les jambes molles, le dos en feu. Vous grattez la terre comme si elle allait vous remercier. Elle ne vous remercie pas. Les enfants vous regardent avec inquiétude. Ils savent. Ils ont vu d'autres adultes comme vous travailler jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Une vieille du village raconte qu'un jour,
un homme est mort en labourant. Il a simplement chuté en avant, face dans la boue, et personne ne l'a relevé pendant 1 heure. On croyait qu'il se reposait. Ironie absolue. Vous sentez que votre état empire. Vous essayez de respirer lentement, mais votre poitrine est prise dans un étau. Vous vous asseyez sur un tronc, juste un instant. Le monde tangue légèrement. Vous vous dites qu'après tout, vous avez encore du travail demain, et que, pour aujourd'hui, vous avez fait de votre mieux. Un voisin s'approche, il vous tend une fiole. C'est une infusion de thym, selon lui, ou d'origan, peut-être les deux. Il prétend que ça purifie les poumons. Vous n'en êtes pas convaincu, mais vous buvez. Ça pique la gorge, mais c'est chaud. Et pour 1 seconde, vous vous sentez presque humain. Les historiens se disputent encore sur l'efficacité réelle des remèdes populaires médiévaux. Certains affirment que les plantes utilisées avaient des propriétés curatives bien réelles. D'autres pensent que l'effet placebo et la répétition des gestes suffisaient à donner espoir. Mais vous, là, dans votre fatigue, vous ne pensez pas à la science, vous pensez au lit, et à la soupe, et à ce fichu chien qui a encore volé une écuelle. Et pourtant, vous rentrez. Encore. En titubant, mais debout. Vous traversez le village, le regard flou, les narines bouchées. Un enfant vous tend un morceau de pain. Vous hochez la tête. Il sent mauvais, ce pain. Ou peut-être est-ce vous qui sentez mauvais. Peu importe. Le soir, vous vous allongez. Vous n'avez pas de médecin. Vous avez votre souffle court, une couverture trop fine, et cette odeur d'oignon sous l'oreiller. Vous fermez les yeux. Vous vous demandez si vous verrez le matin. Et si oui, si vous aurez la force de recommencer. Mais étrangement, malgré la douleur, malgré l'inconfort, malgré tout, vous vous endormez. Pas parce que vous allez mieux, mais parce que vous êtes trop fatigué pour faire autre chose. Demain, peut-être, ça ira mieux. Ou pas. Dans tous les cas, vous serez là, à travailler. Encore. Parce que dans votre monde, la maladie n'est pas une excuse, c'est juste un peu plus de poids à porter. Vous avez récolté 3 sacs. 3 beaux sacs de blé, bien remplis, bien noués, et un peu plus lourds que vous ne l'espériez. Ce n'est pas la récolte du siècle, certes, mais vous avez réussi. Malgré la sécheresse du printemps, malgré les corneilles gloutonnes, malgré votre toux persistante et ce fichu champ en pente. C'est une victoire discrète. Mais alors que vous traînez les sacs jusqu'à l'entrée de votre chaumière, un bruit vous ramène à la réalité. Le claquement régulier d'un bâton sur les pavés, accompagné du tintement d'un anneau de fer. C'est l'intendant du Seigneur, et il vient, comme chaque saison, prendre sa part. Vous espériez qu'il oublierait, ou qu'il serait malade, ou qu'il tomberait dans un fossé. Non, il est là, en pleine forme. 3 sacs, dit-il en tordant les lèvres. Le Seigneur en aura 2. Le reste, à vous. Et voilà, 2 tiers. En un instant. Vous n'avez même pas eu le temps d'ouvrir l'un des sacs que vous sentez déjà le vide se profiler dans vos réserves. Les historiens s'accordent sur un point. La fiscalité féodale n'était pas tendre. Elle prenait sous forme de dîmes, de redevances, de droits d'usage, de corvées, parfois tout en même temps. Et le pire, c'est que personne ne savait exactement combien vous alliez devoir payer jusqu'à ce qu'on vous le dise. Comme une loterie, mais sans le suspense agréable. Le Seigneur prend sa part. Ensuite vient l'Église, la dîme ecclésiastique, 1/10 officiellement. Mais certains prêtres ont une main plus lourde que d'autres. Et puis il y a les taxes invisibles, l'utilisation du moulin, du pressoir, du four commun. Chaque outil collectif est prétexte à prélèvement. Et comme vous n'avez pas les moyens de vous équiper vous-même. Une anecdote, vous vous souvenez du jour où un voisin a tenté de construire son propre four pour cuire son pain. Il a été convoqué devant le bailli. On lui a fait démonter son four, puis on lui a fait payer une amende. Résultat, il a dû donner sa chèvre. Elle s'appelait Marguerite. On en parle encore. La fiscalité, au Moyen-Âge, ne se limite pas à l'argent ou aux récoltes. On taxe aussi en temps. Vous devez aller réparer le pont du Seigneur, ou transporter du foin jusqu'au château, ou servir comme messager, à pied bien sûr, jusqu'au village suivant. Vous partez tôt, vous rentrez tard, et tout cela pour l'honneur de votre loyauté. Ça ne se mange pas, mais c'est obligatoire. Les historiens débattent toujours de la réelle pression fiscale sur les paysans. Certains manuscrits la minimisent, d'autres, comme les registres de doléances ou les chroniques villageoises, en dressent un portrait étouffant.
La vérité se situe probablement entre les deux. Mais pour vous, là, dans votre chaumière à moitié vide, c'est limpide. Vous travaillez pour d'autres. Et pourtant, vous continuez. Vous cachez peut-être un peu de grain si vous êtes rusé. Vous le glissez dans un pot au fond de la grange, recouvert de foin. Ce n'est pas très chrétien, mais vous avez besoin de cette réserve. Pour les jours difficiles, pour votre prochain rhume, ou pour cette soupe qui n'aura bientôt plus que de l'eau. Une autre taxe vous attend, le droit de pacage. Si vous voulez faire paître vos animaux sur certaines terres, il faut payer. Même si l'herbe pousse toute seule, même si elle ne sert à personne, même si votre vache ne fait que passer. L'année dernière, une vieille a dû vendre son tablier pour régler ce droit. Elle porte depuis une peau de chèvre autour de la taille. Ce n'est pas très saillant, mais c'est fonctionnel. Le soir, vous faites vos comptes. Sur une tablette de bois noircie au charbon. Un trait pour chaque sac, une croix pour chaque taxe. À la fin, il reste un trait. Et une grande croix. Vous soupirez. Votre épouse vous demande « On aura assez pour tenir l'hiver ?» Vous hochez la tête. Puis vous détournez le regard. Vous espérez que le voisin aura un bon troc à proposer bientôt. Les enfants ne comprennent pas. Pour eux, les sacs étaient gros. Pourquoi on ne garde pas tout, papa ? Vous leur parlez de devoir, d'ordre social, de volonté divine. En vérité, vous ne savez pas quoi répondre. Vous avez travaillé dur, vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé, et pourtant, vous voilà, à lécher les miettes. Mais vous ne vous rebellez pas. Pas encore. Parce que vous vous dites que c'est normal, que c'est comme ça, que ça a toujours été comme ça. Vous connaissez l'histoire de ceux qui ont essayé de dire non. Ils sont partis. On ne les a jamais revus. Certains disent qu'ils ont été pendus, d'autres qu'ils sont devenus brigands. Les plus optimistes prétendent qu'ils ont rejoint un monastère. Peut-être. Et pourtant, un soir, vous rêvez. Un rêve étrange, où vous possédez votre propre champ. Un vrai, à vous. Où personne ne vient vous réclamer quoi que ce soit. Vous y marchez pieds nus, vous mangez des pommes mûres à pleines dents, vous vous réveillez en souriant, avant de vous rappeler que c'est mardi, jour de corvée au moulin, dimanche matin. Vous pourriez croire que c'est un jour de repos. Le mot même vous y invite. Et oui, théoriquement, c'est le jour du Seigneur, un moment consacré à la prière, à la contemplation, à ce que les chroniqueurs appellent vaguement la trêve du travail. Mais dans votre monde, le dimanche ressemble davantage à une to-do list médiévale déguisée. Vous vous levez, non pas réveillé par une douce cloche pieuse, mais par votre chèvre qui vous rappelle qu'elle a faim. Et comme elle, 10 autres urgences vous attendent. Le bois à rentrer, le feu à rallumer, le petit dernier qui a renversé l'eau de la veille en poursuivant une grenouille invisible, et puis le seau cassé. Évidemment. Les historiens s'accordent généralement à dire que le dimanche était officiellement sanctifié. Les ordonnances religieuses interdisaient le travail non essentiel. Mais qu'est-ce qui est essentiel quand votre vie dépend de chaque geste productif ? Le bétail ne prend pas de jour saint. Le pain ne se pétrit pas tout seul. Et la pluie annoncée pour demain vous rappelle que les haricots doivent être rentrés aujourd'hui. Alors vous trichez un peu. Vous arrosez votre jardin en douce. Vous recousez ce sac de grains éventré. Vous hachez du bois en pensant à Dieu. Et quand l'église vous appelle, vous y allez, mais avec des mains déjà éraflées. Votre tunique est sale. Vos pensées vagabondent. Et vous vous asseyez dans le froid du banc, priant surtout pour que la messe ne dure pas trop longtemps. Un détail amusant. Les églises rurales étaient parfois si mal chauffées que les paroissiens apportaient leurs propres bottes de paille pour poser leurs pieds dessus. D'autres s'endormaient discrètement pendant le sermon, ce qui donnait lieu à des rumeurs croustillantes sur qui ronflait pendant le « Notre Père ». Vous ne dormez pas. Vous ruminez, littéralement, comme la vache que vous n'avez pas eu le temps de traire ce matin. Et puis, il y a l'après-messe, ce moment de sociabilité obligatoire. On échange des nouvelles, on parle des récoltes, des maladies, de la dernière fois que le moulin est tombé en panne. Vous vous forcez à sourire. Vous répondez « ça va » quand on vous demande. Même si vos mains tremblent encore de fatigue, une anecdote vous revient. Ce fameux dimanche où un homme du village voisin a refusé d'aller à la messe, prétextant qu'il avait du pain sur la planche. Littéralement. Il avait 5 miches à cuire. Résultat, dénoncé au curé, excommunié pour une semaine et privé de sacrement.
Depuis, plus personne ne manque la messe, même ceux qui dorment pendant. L'après-midi, on célèbre parfois une fête, un mariage, un baptême, un saint local. Il y a un peu de musique, de flûte, une vielle à roue grinçante et un tambour qui a connu des jours meilleurs. On danse, on rit, mais pas longtemps, parce que demain, les chants vous appellent de nouveau, et que les festivités ne remplissent pas les estomacs. Les historiens se demandent encore à quel point les jours de fête étaient réellement festifs pour les paysans. Les registres ecclésiastiques évoquent plus de 80 jours chômés par an. Mais la réalité est souvent plus nuancée. Chômeur ne signifie pas rester allongé. Cela veut dire changer de tâche, faire ce qu'on ne peut pas faire les autres jours, comme réparer la barrière cassée, ou aller chercher de l'argile au ruisseau pour boucher les trous du mur. Ce soir-là, vous vous allongez, et vous vous dites que, peut-être, le vrai repos réside dans le changement. Travailler différemment, c'est mieux que rien. Vous repensez à la danse, à cette fille qui a ri de vos pas maladroits. Ce n'était pas si mal. Un souvenir léger dans une semaine lourde. Mais le repos, le vrai, celui où vous ne faites rien, où vous laissez simplement votre corps exister, ce luxe-là n'est pas pour vous, pas ici, pas maintenant. Et pourtant, vous espérez. Un jour, peut-être, il pleuvra suffisamment pour que tout le monde soit obligé de rester chez soi. Le feu crépitera, la soupe mijotera, et vous n'aurez rien à faire, rien du tout. Un vrai dimanche, utopie rurale. Mais pour l'instant, vous vous endormez avec une épaule douloureuse et l'image du curé qui éternuait pendant son homélie. Il a jeté de l'eau bénite partout, sans faire exprès. Personne n'a bronché, sauf le chien, qui a fui en hurlant. Il faut bien que quelqu'un garde son esprit critique. Vous aviez fait tout comme il faut. Les semis en lune montante, le sarclage avant la rosée, les offrandes à la Vierge pour écarter les mulots, oui, même ça. Vous aviez réparé la clôture, vérifié le puits, prié 3 fois au bon moment. Vous étiez prêt. Et pourtant, la pluie s'est invitée sans prévenir. Pas la bonne, celle qui tombe doucement et nourrit la terre, non. Celle qui s'écrase comme des pierres, qui transforme les chemins en torrents, qui fait s'envoler le toit de votre grange, qui entre même dans vos rêves. 3 jours plus tard, vous constatez les dégâts. Les sillons sont noyés, les semis ont disparu, avalés par la boue. Un pan entier de votre clôture flotte dans la mare, et la cabane à outils ressemble à un naufrage. Vous n'osez même pas ouvrir la remise où vous stockiez vos oignons. Mais vous respirez encore. Vous vous dites que ce n'est pas la fin, que vous avez survécu à pire. Et puis, vous avez ce sac de farine caché derrière les fagots, n'est-ce pas? C'est là que le feu arrive. Pas chez vous, pas encore, chez le voisin. Un gamin qui jouait avec des braises ou une chandelle renversée, peu importe. En moins d'1 heure, 3 toits s'effondrent. Le vent se lève et souffle comme un souffleur de théâtre sadique. Vous courez avec un seau, mais l'eau que vous versez est engloutie par les flammes comme une goutte sur une tôle brûlante. Quand c'est enfin maîtrisé, il ne reste que du noir, des cendres et des regards éteints. Les historiens discutent encore des protections contre les incendies dans les villages médiévaux. En vérité, il y en avait peu. Trop coûteux, trop compliqués et trop fatalistes. On vivait avec le risque, comme on vivait avec les rats en serrant les dents. Vous rentrez chez vous, les habits fumants, les mains encore tremblantes. Vous regardez votre propre chaumière. Elle tient debout, par miracle. Mais combien de temps? Et comme si tout cela ne suffisait pas, un cri se fait entendre au loin, des chevaux, des bottes, des voix qui ne sont pas du coin, des soldats, des bandits, l'un ou l'autre, peu importe. Ce sont des hommes armés. Ce n'est jamais bon signe. On dit qu'ils viennent du nord, ou du sud, ou de la guerre là-bas, vous ne savez même plus laquelle. Peut-être ne sont-ils que 5, mais dans la panique, ils paraissent 1000. Vous cachez vos enfants, vos quelques biens, vous enfouissez la farine sous le sol, et vous attendez, ils passent. Peut-être qu'ils ne vous ont pas vu, ou peut-être que votre pauvreté ne les intéresse pas. Mais une vache disparaît, et 2 poules, et le fils du meunier revient avec une entaille au front, pas assez grave pour mourir, juste assez pour s'en souvenir. Les historiens débattent encore de la fréquence réelle de ces razzias. Certains y voient des événements rares, exagérés par la mémoire collective. D'autres, au contraire, soulignent qu'à chaque passage d'armée ou d'expédition seigneuriale, les villages étaient pillés. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous avez perdu une vache. Et là, dans le silence revenu,
vous contemplez les restes, votre travail, vos efforts, vos économies, balayés en une semaine par des éléments que vous ne pouvez ni prédire, ni empêcher. Et c'est là que l'injustice vous saute au visage. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez suivi toutes les règles, travaillé honnêtement. Vous vous êtes privé, vous avez prié. Et pourtant, c'est que dans votre monde, l'effort n'offre aucune garantie, le mérite n'est pas une monnaie, et la providence, elle, semble avoir d'autres priorités. Alors vous recommencez, lentement. Vous rattachez ce qui peut l'être. Vous échangez un peu de laine contre un seau neuf, vous retrouvez quelques outils dans la boue. Vous souriez à moitié quand un voisin vous dit qu'il reste un peu de lait chez lui. Solidarité silencieuse. Vous vous souvenez aussi d'une légende qu'on racontait, enfant, celle d'un paysan qui, après avoir tout perdu, a planté un haricot unique, devenu géant. L'espoir naïf que quelque chose de magique finira par arriver. Aujourd'hui, vous savez que les haricots ne poussent pas jusqu'au ciel, mais vous les plantez quand même, un à un, dans une terre gorgée d'eau et de silence. Le soir, vous vous allongez, la tête pleine de bruit, pluie, feu, sabots. Et vous vous dites, en regardant le plafond en paille trouée, si demain est calme, ce sera déjà une victoire. Et dans votre monde, ça suffit. Vous avez échappé aux inondations, au feu et aux sabots. Bravo. Mais vous êtes fatigué. Fatigué des chants, des impôts, des cloches qui sonnent avant l'aube. Et puis, il y a cette rumeur persistante. En ville, ce serait mieux. Pas parfait, évidemment, mais mieux. On y dit qu'on peut apprendre un métier, gagner de l'argent, acheter son pain déjà cuit. Un luxe que vous avez du mal à imaginer. Alors un jour, vous partez. Vous troquez votre houe contre un baluchon. Direction la ville. Pas une capitale flamboyante, non. Une bourgade fortifiée avec ses rues étroites, ses odeurs variées et ses 1000 bruits confus. Et dès votre arrivée, vous le comprenez. Ici, on ne vit pas plus facilement, juste différemment. Votre première nuit en ville, passée à dormir sous un porche, entre 2 tonneaux et une chèvre très expressive. Le lendemain, vous tentez de vendre vos bras, et vos jambes, et votre dos. Car en ville aussi, on travaille dur. Simplement, on échange la terre contre la pierre. Vous vous retrouvez vite apprenti, chez un fabricant de lacets. Oui, des lacets. Pas pour les chaussures, il y en a peu, mais pour les tuniques, les bourses, les coiffes. Votre tâche ? Tourner des ficelles jusqu'à ce que vos doigts hurlent. C'est fascinant les 10 premières minutes. Après ça, c'est surtout répétitif. Une anecdote étrange circule dans l'atelier. Un apprenti aurait mangé un lacet par erreur, pensant que c'était une anguille. On ne sait pas si c'est vrai, mais on ne regarde plus les lacets de la même façon. Les conditions, pas idéales. Vous dormez à même le sol, sous l'établi, enroulé dans un tissu qui sent la cire. Vous partagez l'atelier avec d'autres apprentis, une souris qui refuse de partir et un maître qui parle très fort. Vous ne gagnez pas encore d'argent, juste le droit d'apprendre, et parfois un quignon de pain un peu moins dur que d'habitude. Les historiens s'accordent pour dire que les villes médiévales offraient une forme de mobilité sociale. Théoriquement, en travaillant assez longtemps, vous pouviez devenir compagnon, puis maître. Mais entre la théorie et votre réalité, il y a au moins 2 infections, une grève des intestins et un incendie ou 2. Et puis il y a l'eau. Parlons-en. En ville, l'eau est complexe, le puits est rare, le ruisseau est suspect, et les tonneaux de pluie sentent la soupe aux chaussettes. Vous apprenez vite à ne jamais boire directement l'eau. Une infusion, à la rigueur. Ou un petit vin de table qui ne vous tue qu'à moitié. C'est ça, la boisson de sécurité. Le matin, les rues sont animées. Marchands, crieurs, ânes, volailles affolées. Vous croisez un homme qui vend des plumes de pigeons pour écrire des prières plus douces. Pourquoi pas ? Une femme propose des œufs qui ont vu 3 soleils et pas un nuage. Ce genre de promesse a une certaine poésie, surtout à jeun. Mais tout n'est pas si pittoresque. L'odeur des latrines publiques est saisissante. Vous apprenez à respirer par la bouche dans certaines ruelles et à marcher vite, très vite. L'été, la ville devient une cocotte minute. L'hiver, un piège glacial. Et entre les deux, une ruche de maladies qui circule joyeusement de ruelle en ruelle. Une fois, vous entendez parler d'un homme qui fabrique des bonnets chauffants, une sorte de coiffe doublée de sable chaud. Il en a vendu 3, puis a disparu. Les historiens se demandent parfois comment naissent les légendes urbaines.
Voilà un bon exemple. Et pourtant, malgré tout ça, vous persistez. Vous apprenez. Vous fabriquez des lacets plus rapidement. Vous comprenez les rouages invisibles du marché. Vous savez à qui sourire, qui éviter, quel crieur donne les meilleurs restes à la fin de la journée. Vous commencez même à garder 1 ou 2 deniers dans un coin de votre tunique, caché, évidemment. Mais la réalité vous rattrape. Un jour, votre maître tombe malade. Il ferme l'atelier. Vous êtes à la rue, sans contrat, sans recours. Juste vous, vos lacets et la pluie. Alors vous cherchez un autre atelier, puis un autre. Vous vendez des oignons. Vous faites le guet pour un boulanger. Vous chantez même une fois, dans une taverne, avant d'être remplacé par un cracheur de feu. Il était très populaire. Et vous réalisez que même ici, même en ville, travailler dur ne vous protège de rien. Pas du chômage, pas de la faim, pas des coups de bâton distribués par la milice quand elle est de mauvaise humeur. Mais vous restez. Car malgré tout, la ville a ses petits miracles. Le soir, vous regardez les lumières danser sur les murs, les ombres passer lentement, les bruits se calmer. Vous croisez une marchande qui vous offre un bout de tarte raté, et vous vous dites que demain, peut-être, vous apprendrez un autre métier. Cordonnier, graveur, vendeur de cierges tordus, l'avenir est flou. Mais il est là, et au fond, même si la ville ne tient pas ses promesses, au moins, elle vous en fait. Vous filez, vous brassez, cuisinez, lavez, élevez, vous préparez les repas, vous réparez les vêtements, vous accouchez sans médecin, puis reprenez le travail le lendemain. Vous êtes partout, tout le temps. Vous êtes une femme, et personne ne vous comptera. La vie d'une femme travailleuse au Moyen-Âge est un chef-d'œuvre d'invisibilité. Vous êtes là, indéniablement. Vous tenez la maison, vous soutenez l'économie familiale, vous participez même aux moissons. Mais dans les registres, les actes notariés, les chroniques, vous êtes souvent un simple appendice, l'épouse d'eux, la veuve d'eux, la fille d'eux. Pourtant, vous n'êtes pas invisible pour les autres femmes. Vous partagez vos savoirs, vos ruses, vos doutes. Vous savez à quel moment retourner les galettes pour qu'elles ne brûlent pas. Quelle herbe faire infuser quand le nourrisson pleure. Vous êtes une encyclopédie vivante, sans page écrite. Prenons un matin typique. Vous êtes debout avant le soleil, vous allumez le feu, s'il ne s'est pas éteint, préparez une bouillie, réveillez les enfants, soignez les bêtes, puis vous aidez au champ ou au jardin. Ensuite, il faut recoudre les trous, faire sécher les linges, moudre un peu de grain. Ce n'est que le début. Les historiens débattent encore de la division exacte du travail entre hommes et femmes. Dans certaines régions, les femmes participaient pleinement aux tâches agricoles. Ailleurs, elles tenaient surtout la maisonnée. Une chose est sûre, personne ne chômait. Et quand quelqu'un tombait malade, c'était vous qu'on appelait. Une anecdote racontée dans le village, une femme aurait réussi à faire revivre un enfant fiévreux avec un cataplasme de choux et une berceuse chantée 3 fois à l'envers. Depuis, elle est surnommée la guérisseuse, parfois avec respect, parfois avec méfiance. Parce qu'une femme qui en sait trop, ça dérange. Vous avez aussi un métier, enfin, une activité. Vous filez la laine, toute la journée, entre 2 corvées. Vous avez développé une technique pour filer en marchant. Vous pourriez presque en faire un numéro de cirque si quelqu'un se donnait la peine de regarder. Vous vendez vos écheveaux au marché. Vous recevez quelques pièces, moins que votre mari pour ses fagots. Mais on vous dit que c'est déjà bien. Et puis, il y a les grossesses, fréquentes, aléatoires, parfois bienvenues, parfois redoutées. Vous travaillez enceinte jusqu'au dernier jour, et souvent, le lendemain, vous reprenez. Personne ne vous demande si vous êtes prête, c'est la vie. Une autre bouche à nourrir, une autre âme à guider. Un souvenir vous hante encore, cette amie morte en couche l'hiver dernier. La sage-femme a fait ce qu'elle a pu. Mais il n'y avait pas d'aide, pas d'onguent miracle, pas de prière assez forte. Vous avez pris son bébé et vous l'avez allaité avec les vôtres. Parce que c'était ça, ou rien. Les historiens modernes commencent à redécouvrir l'ampleur du rôle des femmes dans l'économie médiévale. Elles tenaient des tavernes, des échoppes, faisaient commerce, écrivaient parfois en cachette. Mais leur nom reste rare. Le vôtre, même si vous accomplissez l'impossible chaque jour, ne sera jamais gravé nulle part. Et pourtant, vous êtes là, présente, debout. Vous vous rappelez de cette fois où vous avez cousu toute une robe de lin pour votre fille aînée avec du tissu récupéré et quelques bouts de ficelle. Elle l'a portée au marché
et les autres femmes l'ont admiré. Vous n'avez rien dit, mais vous avez souri intérieurement pendant des jours. Une fois, vous avez pris le risque d'écrire votre nom sur un bout de parchemin, avec un charbon à moitié éteint. Vous l'avez glissé dans une fissure du mur derrière le pot à sel. Il y est peut-être encore. Une trace discrète, rien d'officiel, juste un rappel. Vous préparez les repas, encore. Le soir tombe. Vous surveillez la cuisson en écoutant les bruits familiers, les pas, les voix basses, le feu qui s'étouffe. Votre dos vous fait mal, mais vous tenez. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et parce que vous aimez ces enfants. Même quand ils crient, même quand ils renversent tout, même quand ils oublient de remercier. Demain, vous irez au marché. Vous vendrez un peu de lait caillé, quelques herbes, un panier tressé. Vous saluerez les autres femmes d'un regard entendu. Peut-être qu'une dira « Tu as l'air fatigué ». Vous répondrez « C'est normal ». Parce que c'est normal, mais vous savez, au fond, que tout ce que vous faites compte, même si personne ne le note, même si l'histoire vous oublie. Vous êtes l'épine dorsale du monde. Et vous ne l'oubliez pas. Vous avez tout donné. Vos mains, vos forces, vos années. Vous avez semé, récolté, construit, réparé, enfanté, soigné, obéi. Vous avez porté des charges, porté des enfants, porté votre foi, votre fatigue, vos soucis. Et maintenant que vous avez un certain âge, vous vous asseyez un instant et vous vous posez la question « Est-ce que tout cela a compté ?» Spoiler, pas vraiment. Pas dans les livres, en tout cas. L'histoire officielle, celle qu'on lit dans les monastères ou qu'on raconte au festin des seigneurs, ne parle pas de vous. Elle parle de batailles, de traités, de grandes inventions. Pas d'un paysan qui a réussi à sauver sa récolte d'une invasion de limaces, ni d'une femme qui a tressé des paniers pendant 40 ans sans jamais casser une seule anse. Vous n'avez pas de statue, pas de chanson, pas de fresque. Votre nom s'évanouit dans la bouche de vos enfants, peut-être vos petits-enfants. Et ensuite, silence. Mais dans la réalité, vous êtes essentiel. Sans vous, les moulins ne tournent pas, les fours ne chauffent pas, les seigneurs ne mangent pas, les prêtres ne prêchent pas, les soldats ne partent pas à la guerre. Sans vous, il n'y a pas de lin tissé, pas de champs labourés, pas de toits réparés. Vous êtes le moteur invisible, l'eau souterraine d'un monde qui pense que seuls les clochers brillent. Les historiens commencent à s'en rendre compte, lentement, en examinant les registres fiscaux, les lettres gribouillées dans les marges, les traces de pas dans la boue. Ils trouvent votre empreinte partout, même si elle n'a pas été volontaire. Un paiement en nature, une plainte pour une poule volée, un témoignage d'un procès oublié. Vous êtes là, par petits morceaux. Une anecdote vous revient, ce jour où le scribe du village est tombé malade. On vous a demandé, à vous, de lire la missive d'un marchand. Vous l'avez lu, à demi, hésitant. Mais vous l'avez lu. On vous a regardé comme si vous étiez un sorcier, puis on a vite oublié. Mais vous vous en souvenez encore. C'était votre moment, fugace, mais réel. Et pourtant, vous ne vous en vantez pas. Il n'y a pas de place pour la fierté ici, juste le devoir. On vous apprend dès l'enfance que l'humilité est une vertu, que votre place est dans l'ombre, que le Seigneur, majuscule ou non, voit tout, et que cela suffit. Mais parfois, la nuit, vous rêvez. Vous vous imaginez célèbre, pas roi, non, juste reconnu. Quelqu'un dirait « Voilà l'homme qui a réussi à faire pousser des navets sur un sol de cailloux » ou « Voici la femme qui a nourri 3 familles avec un seul sac de farine ». Ce serait beau, non? Juste une phrase, un souvenir. Les enfants du village grandissent. Vous les voyez courir pieds nus, les joues rouges, les mains pleines de terre. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être insouciants. Vous ne leur en voulez pas. Vous les regardez avec tendresse. Vous vous dites « J'espère qu'ils auront une vie plus douce ». Et peut-être que certains l'auront. Peut-être que dans 100, 200, 1000 ans, le monde changera. Peut-être que le travail dur ne sera plus une punition, mais un choix. Peut-être qu'on racontera les histoires des gens simples. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo sur vous, avec une voix douce et un ton endormi. On dira « Voici la vie d'un être humain ordinaire, mais essentiel ». Et ça, ce serait déjà une petite victoire.
Car oui, vous avez été un ouvrier silencieux, un rouage discret, mais un rouage qui a permis à tout le reste de tourner. Et ce soir, vous vous allongez, vos mains sont noueuses, vos genoux grincent, mais vous êtes encore là, toujours là, et quelque part, c'est déjà une forme de reconnaissance. Demain, le soleil se lèvera, vous vous lèverez avec lui, vous reprendrez vos gestes, sans fanfare, sans pause, mais avec la certitude tranquille d'avoir tenu, et ça, l'histoire ne l'écrira peut-être pas, mais elle le doit à vous. Vous vous souvenez peut-être de cette promesse, celle qu'on vous a faite tout petit, entre 2 bouchées de pain sec et un sermon du curé. Travaille dur et tu seras récompensé, dans l'au-delà. Ah oui, cette fameuse récompense. Vous ne l'avez jamais vue, bien sûr, mais elle flotte, invisible, au-dessus de chaque sueur, chaque effort, chaque soupir. On vous a appris que le paradis attend ceux qui souffrent en silence, que chaque corvée, chaque ampoule, chaque humiliation porte ses fruits, là-haut. L'idée est réconfortante, et parfois elle est tout ce qui vous reste. Le soir, quand vous rentrez les bras pendants, le dos en feu, les jambes lourdes, vous levez les yeux, et vous vous demandez, est-ce que quelqu'un regarde ? Est-ce qu'une sorte de grand registre céleste note que vous avez remis droit la clôture, même sous la pluie battante, que vous avez partagé votre dernier œuf avec la voisine, que vous avez soigné un enfant malade toute la nuit ? Les historiens débattent beaucoup du rôle réel de la religion dans la résilience des populations médiévales. Était-ce une source de réconfort ou un outil de soumission ? Peut-être les deux. Mais pour vous, dans votre chaumière au mur qui craque, la religion est un pilier, pas toujours logique, pas toujours rassurant, mais présent. Vous connaissez par cœur les gestes, la croix au lever, les mots de l'Angélus, les chants du dimanche. Vous avez appris à prier sans bruit, à murmurer des psaumes pendant que vous équeutez les pois. La foi s'insinue dans chaque interstice de votre vie, comme la fumée dans les poutres. Et parfois, elle vous donne de la force. Par exemple, ce jour où vous avez perdu votre bête de somme. Vous n'aviez plus rien pour retourner la terre. Vous avez pleuré, seul, derrière le tas de bois. Puis vous avez allumé une chandelle, volée à moitié. Et vous avez prié. Pas pour un miracle, juste pour tenir. Et vous avez tenu. Une anecdote circule encore dans le village. Un homme, las de sa vie de labeur, aurait quitté tout ce qu'il avait pour rejoindre un monastère. Il aurait passé ses journées à copier des textes en silence, mangeant du pain blanc et buvant de l'eau fraîche. Il serait mort en paix, les mains propres. Un conte peut-être, mais vous y pensez parfois, surtout quand vos mains, à vous, sentent le fumier. Mais vous ne regrettez pas vraiment. Car malgré l'injustice, malgré l'oubli, malgré la sueur et les douleurs, il y a une forme de paix dans votre quotidien. Un rythme, une logique ancienne. Vous travaillez parce que c'est ce qu'il faut faire, et vous espérez que cela ait un sens. Et si ce n'est pas ici, alors peut-être après. Peut-être que dans ce fameux au-delà, vous aurez un jardin rien qu'à vous, pas trop grand, pas trop sec, sans seigneur, sans taxes, sans limaces. Juste de la terre douce, fertile, une chaise en bois, une soupe chaude, et le chant des oiseaux. Pas les coqs, des oiseaux tranquilles, du genre qui ne vous réveille pas avant l'aube. Alors vous continuez. Demain, vous porterez encore des seaux, vous laverez encore des linges, vous prierez encore, en silence, pendant que vous balayez la poussière d'un sol qui n'en finit jamais de s'empoussiérer. Vous le ferez parce que vous avez toujours fait ainsi, parce que tout le monde l'a fait avant vous, parce que c'est ce que vous êtes, une main qui œuvre, un dos qui soutient, un cœur qui espère. Et ce soir, vous vous allongez, les muscles tendus, les yeux lourds, mais l'esprit curieusement apaisé. Vous avez fait ce que vous pouviez, et dans votre monde, c'est déjà immense. Et maintenant, doucement, votre souffle ralentit, comme celui d'un feu qui s'éteint lentement sous les braises. Vous êtes encore là, dans cette chaumière de torchis et de silence. La pluie tambourine doucement sur le toit, et vous vous laissez bercer par ce bruit ancien, presque rassurant. Vous avez tant donné, tant vécu, tant porté. Et pourtant, vous êtes encore debout. Laissez les images s'estomper. Le champ, le moulin, la soupe tiède, les cloches, les sabots mouillés, les enfants qui rient, les corneilles, les rêves d'ailleurs. Tout ça peut s'éloigner, doucement, comme un brouillard qui recule. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, ni de tout retenir.
Vous avez déjà tout vécu. Vous méritez maintenant le repos. Vrai, profond, tranquille. Un sommeil sans corvée, sans cloche, sans froid. Laissez le monde tourner sans vous, juste un moment. Fermez les yeux, respirez, tout va bien, vous êtes arrivés. Et même ici, dans cette nuit éternelle, vous comptez.